olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Pas plus que je n'accepte la délinquance financière. Pas plus. Je ne tolère qu'un petit caïd, avec sa bande, mette une cité en coupe réglée et fasse vivre à ses habitants un enfer. Ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, la République vous rattrapera. En politique, il y a les beaux discours et il y a la réalité du terrain. La République française se trouve aujourd'hui dans une situation inédite. Son autorité est contestée partout où le trafic de drogue s'est implanté. Quand on est un maire, on représente la République, on est partout chez soi. Et il faut montrer au contraire que vous avez le droit et l'obligation d'être partout. Il y a des gens qui nous regardent, hein? Ah ouais, il y a des gens qui vous regardent, c'est campagne l'évêque. Sauf que dans cette cité marseillaise, il faut se plier à l'ordre local. Des guetteurs en voiture sont là pour le rappeler. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le bâtiment, pas là-bas. Il vous autorise à filmer quelque chose et pas l'autre, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas exactement? Les choses sont claires, hein. Les choses sont claires. La drogue a tout renversé sur son passage. Elle a fait reculer l'autorité de l'État. Et sa puissance économique a redessiné le paysage du banditisme français. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Tiens, moi, des braquages aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup, hein, aujourd'hui, des braquages, parce que tout le monde, il fait la drogue. Tout ce qui est interdit, la voyoucratie, les banlieues, tout ça, ils jettent là-dedans. Et puis c'est tellement facile. Moi, je montais à Paris avec 500 kilos, je redescendais, j'avais 50 millions. Ça vous fait tourner la tête, quoi. Il y a tellement d'argent dessus. Cela fait 40 ans que la France est en guerre contre ces trafiquants. 40 ans que les discours officiels sont les mêmes. Mais en réalité, le rapport de force est de moins en moins en faveur de la République. Et la guerre n'empêche pas les petits arrangements. Dans certaines villes de banlieue, les élus se seraient même déjà adaptés. Les gens au pouvoir dans la ville savaient qu'on tenait le quartier. C'est pour ça que souvent, des gens comme moi ont été utilisés. En fait, on a aidé le pouvoir à s'installer. Mais voilà, tout est calculé pour garder le pouvoir. Aucun compromis n'est possible avec ces agents de la mort. Je suis tout à fait opposé à toute libéralisation de l'usage des drogues. La guerre que j'ai décidé d'engager contre les voyous, c'est une guerre nationale. Ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, la République vous rattrapera. Cela fait maintenant 40 ans que la drogue a pénétré en masse le territoire français. 40 ans que sa puissance économique défie la République jusque dans les banlieues. Il n'y a pas 36 méthodes pour régler un problème criminel. Il y a l'affrontement musclé, le compromis territorial ou la lâcheté absolue. L'affrontement musclé est rare, la lâcheté absolue plus répandue et le compromis territorial est la base naturelle de la survie politique. Pour comprendre comment la situation a pu échapper à ce point-là au monde politique, il faut revenir sur 40 années de guerre à la drogue. Tout avait pourtant très bien commencé. Un accord franco-américain vient d'être signé à Paris par l'attorney général des États-Unis, M. John Mitchell, et M. Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur. C'est le 26 février 1971 que la France déclare officiellement la guerre à la drogue. La signature de ce protocole marque une date importante dans la lutte contre les trafiquants. Ce jour-là, le ministre de l'Intérieur promet aux Américains de changer radicalement de politique. Car cela fait plus de 10 ans que le milieu marseillais prospère dans le trafic d'héroïne. Le laxisme des autorités françaises en matière de lutte contre la drogue a permis l'éclosion d'un monstre.
la French Connection. La French Connection, ça a été que Marseille, c'était eux qui produisaient la drogue. Hein. Ouais, il faut dire ce qu'il en est. À l'époque, c'était l'héroïne. Les meilleurs laboratoires, c'était à Marseille. Hein, voilà. Et les Américains adoraient l'héroïne marseillaise. Elle était pure, pratiquement 100%. Nous, on prenait un kilo d'héroïne en Thaïlande, on le payait 7 000 $, arrivé à New York, 120 000 $. Mais est-ce que tu te rends compte la différence que c'est? 113 000 de bénéfices sur un kilo. 113 000. William Perrin, dit le Grand, ancien perceur de coffres, reconverti dans le trafic de stupes à 40 ans. Sa mission de l'époque, convoyer l'héroïne de la French Connection sur le territoire américain. J'avais acheté 2 cantines. Il y avait 50 kilos dans chaque cantine. J'avais loué une Cadillac. Ah, je respectais la limitation de vitesse. Hein. C'était 110 miles aux États-Unis, c'était 110 miles. La morale du trafiquant est simple. Tout pour ne pas se faire attraper. Les dangers sanitaires du produit qu'il transporte ne lui posent aucun état d'âme. J'en sais rien ce qu'ils mettent dedans, mais enfin, faut être costaud pour s'enfiler ça dans le sang, je te le dis tout de suite. Hein. Tu me ferais même pas prendre un rail, moi. Je risque pas d'y toucher, je te le dis tout de suite. Hein. Pendant 10 ans, William Perrin et ses complices de la French Connection profitent de l'absence de coordination entre États. Les overdoses ont lieu aux États-Unis et les problèmes de santé publique ne dépassent pas les frontières. Et tant que les Américains ne tapent pas du poing sur la table, la police française ne s'intéresse pas réellement à ce trafic. Il n'y avait pas de problème de santé publique français, il n'y avait pas de consommation locale. Pratiquement pas. Hein. Ça n'existait pas dans les années 60. Les gaullistes et le général de Gaulle disaient si on empoisonne les Américains, ça ne nous dérange pas. Bon, dès qu'on était intervenu avec des moyens qui n'étaient pas des moyens extraordinaires, mais enfin des moyens quand même, bon, ils auraient été décapités en l'espace de 4 ou 5 ans, quoi. 675 trafiquants ont été arrêtés et une saisie spectaculaire de morphine base a été faite. 450 kilos, c'est là un grand succès remporté par la police française. Malgré le ton réjoui du ministre, la guerre contre la drogue ne fait que commencer. Les chefs de la French sont tombés, mais bientôt, de nouvelles têtes vont continuer le business. Nous, on était des voleurs dans notre quartier. La cam, on s'en foutait de la cam et tout. Puis après, le temps évoluant, j'ai investi. Nous, on prenait ça comme un commerce. C'était payé cash, hein. C'était des sous. Alors, c'était des sous énormes. Alors, quelque part, qui c'est qui n'est pas insensible à ça, hein? Les sous, ils rentrent, c'est du bon boulot. C'est facile. Tu arrives toujours à trouver un passage pour passer, mais c'est tellement facile. Et l'autre est que ça te rapporte. Tu comprends? Voilà, c'est ça. Preuve que le trafic continue. La consommation de drogue dure débarque à son tour en France. L'héroïne fait des ravages au début des années 80. Quand la drogue s'est installée au départ, c'était les bourgeois qui venaient vendre la drogue dans nos quartiers. Les pauvres étaient des consommateurs de la drogue. Ça, malheureusement, on ne connaissait pas, c'est quelque chose qui était complètement nouveau, on n'était pas préparé. C'est allé très vite, vraiment, ça a été foudroyant. On se levait le matin, vous aviez des jeunes qui venaient se faire une overdose. On avait les pompiers aller au moins minimum 2 fois par jour. La cam devient un fléau national qui inquiète les politiques de gauche comme de droite. Il est criminel de compromettre l'avenir de toute une jeunesse. Or, vous savez comme moi, que quand les trafiquants sont condamnés, ils sont libérés au bout de quelques années, avant la fin de leur peine, et ils recommencent leur trafic honteux. Si quelqu'un d'entre eux était condamné à mort et exécuté, je pense que cela donnerait à réfléchir aux autres. Les peines de prison pour trafic passent de 5 à 20 ans. L'heure est à la fermeté absolue. Même les protections politiques dont jouissaient certains voyous ont tendance à disparaître.
Francis le Belge, le parrain de Marseille des années 80 tombé pour trafic de stupéfiants, et son bras droit Tony Languille en ont fait l'amère expérience. Tu sais, dans la vie, quand tu as des connaissances et tout, mais ça sert toujours dans la mesure où demain où tu es en prison, si tu peux faire intervenir un homme politique, c'est important, voilà. Bien que dans la drogue, il y a très peu de gens qui interviennent pour te sortir de là. Alors, ça a été le cas pour Francis. Quand je suis intervenu auprès de certains politiques, ils ont dit non, la drogue ne touche pas. Mais les voyous n'ont pas de patrie. La France ne leur permet pas de trafiquer en paix, qu'importe. À la fin des années 80, ils partent tous se mettre au vert en Espagne. Commence alors une parenthèse enchantée dans l'histoire du milieu. Une période d'impunité totale pour les bandits français qui vont révolutionner l'acheminement du cannabis vers la France. Bernard André, dit le Baron, inventeur du Go Fast, jamais arrêté pour trafic de stupéfiants, lieu de résidence actuel, secret. À l'époque, on me propose de transporter du shit. Moi, cette marchandise, ouais, bon, c'est de la drogue, mais bon, j'y vois un intérêt financier surtout. Bon, on me propose 1000 francs au kilo. J'ai dit oui, il n'y a aucun problème. Moi, mais par inconscience, insouciance, j'ai monté 200 kilos à la frontière, tout seul, en plein jour, en respectant la limitation de vitesse, etc. Il n'y a eu aucun problème. Par la suite, je me suis spécialisé parce que c'est pas 200 kilos, c'est 300 et 500 kilos que je montais tous les 15 jours à Paris. Et j'avais pour cela une XM V6, où j'avais le coffre plein, j'avais des ballots de 30 kilos derrière moi, et devant aussi j'avais 500 kilos. Et je montais tout ça à Paris, mais là je roulais la nuit. Je roulais à 200, 210 sur l'autoroute. À l'époque, il n'y avait pas les radars. Et il n'y a jamais eu de problème. Le transport de drogue, ce n'est pas seulement relier un point A à un point B. Ça ne peut se mettre en place que si les conditions politiques le permettent. Pour comprendre comment le baron a pu lancer le premier Go Fast, il faut faire un petit détour par la ville andalouse de Marbella. Une station balnéaire située face aux côtes marocaines qui va devenir la plaque tournante du trafic de stupéfiants en Europe. À l'époque, cette ville est contrôlée par un bandit français, un ami du baron, une figure légendaire du milieu, Charles Ferrand, dit le Grand. Le Grand tenait bien la région, la Costa del Sol, Marbella, Puerto Banús, Estepona, Fuengirola, tout ça. Il protégeait pratiquement tous les endroits, les bars, les bars à filles, les restaurants. C'était un homme extraordinaire, formidable, moi je l'aimais beaucoup. Mais c'était quelqu'un qui faisait pas de cadeaux, quoi. C'était un tueur, quand même. Hein. En Espagne comme en France, banditisme et milieux politiques font souvent bon ménage. Le contrôle de la ville de Marbella par le Grand n'est pas le fruit du hasard. Ses qualités de tueur intéressent énormément les autorités espagnoles. C'est l'époque des luttes indépendantistes. L'époque où le théâtre militaire terrorise l'Espagne au nom de la cause basque. L'époque aussi des guerres sales. Cet ami a été le responsable du GAL rouge en Espagne. C'est ceux qui s'occupaient de faire disparaître des gens, de les tuer ou de les faire disparaître. C'était surtout des voyous français recrutés parmi les anciens du SAC et les anciens mercenaires. Sous les ordres du Grand, le GAL se permet même de tuer les indépendantistes basques en dehors de l'Espagne. Pour chaque attentat revendiqué par OTA, le GAL venge le gouvernement espagnol et tue en France. Œil pour œil, dent pour dent. Rien que sur le territoire français, on dénombre plus de 25 assassinats. En échange de ces basses besognes, les autorités espagnoles donnent au Grand les clés de la ville de Marbella. Et la station balnéaire devient immédiatement le repère de tous les grands bandits français. Et moi, personnellement, quand je m'évade, je vais en Espagne. Et puis après là-bas que Francis, on s'était installé là-bas. C'était la bonne époque pour ainsi dire. Francis le Belge et Tony Languille sont formels.
Jamais dans l'histoire du milieu, une telle impunité n'avait été constatée. C'était la facilité. Qu'est-ce que tu veux faire? Celui-là qui avait un peu l'âme de trafiquant de voyous, il dit oh, l'Espagne c'est un pays de cocagne finalement. Tu vois, là-bas on est bien, on fait la fête, tout, on peut rouler en Porsche, tout, on nous dit rien. C'est vrai que beaucoup de Français, ils disent le pays d'Amérique, l'Espagne. J'ai vu mon ami, le grand, avec, à l'époque avec le Belge. C'est quand même pas n'importe quoi. Se promener sur le port de Puerto Banús avec Christian David, tranquillement. Je vois mal ces gens-là se promener à Saint-Tropez, comme ça. Bon, c'est impossible. À Marbella, le grand et ses protégés ont réalisé le rêve de tout voyou. Créer son territoire avec son ordre parallèle et ses lois. Il n'y avait aucun cadavre dans la rue. Quand il y avait un problème, qui se réglait, mais jamais tu retrouvais quelqu'un dans un coin, etc. Non, non. Il disparaissait. C'était plus propre. Voilà, plus propre, voilà. Tiens, mon ami est parti. Ouais, il est parti aux États-Unis, il est ou en Afrique du Sud. Eh oui, c'est mieux là-bas, voilà. Le circuit d'acheminement de la drogue en France n'est donc pas qu'un trait tiré sur une carte entre un point A et un point B. Toutes les conditions politiques étaient réunies pour que le milieu français puisse abreuver l'Hexagone en stupéfiants dans les années 90. Avec cette offre abondante, c'est la revente au détail qui devient facile. Et une nouvelle économie peut se créer. En particulier dans les banlieues, là où les politiques de gauche comme de droite n'ont pas réussi à endiguer la misère. Là où la jeunesse ne croit pas en l'ascenseur social de la République. Sako, 41 ans, ancien trafiquant de Seine-Saint-Denis, condamné à 8 ans en 1999. Aujourd'hui retiré des affaires, Sako est l'archétype du dealer qui va fournir la jeunesse parisienne en cannabis. Quand tu as 15 ans, 16 ans, et que tu peux pas demander aux parents pour acheter ta paire de baskets, ton survêtement, parce que c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher, eh ben, tu rentres naturellement dans le business comme tout le monde. Voilà. Ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des criminels, ce sont des assassins, c'est la guerre. On ne discute pas avec ces gens-là, on les poursuit, on les pourchasse. Aujourd'hui, le ministre du Budget, responsable des douanes, était venu assister à la destruction d'1,5 tonne de résine de cannabis et de quelques plaquettes de cocaïne. Les ministres fanfaronnent devant les saisies de cannabis, mais dorénavant, le front de la guerre s'est déplacé au niveau local. Et là, le contexte socio-économique n'est pas favorable. Ils veulent pas nous donner du travail, ils veulent pas. Ils veulent nous laisser dans le trou, ils nous mettent des poids sur le dos. La misère et l'exaspération des habitants risquent de faire exploser des banlieues. De jour comme de nuit, les riverains craignent de se retrouver face à ces jeunes responsables de ces dégâts. Atmosphère de panique chez les habitants qui s'enferment chez eux et chez les commerçants qui progressivement ferment boutique. Les maires de ces villes déshéritées sont alors dans une impasse. Ils n'ont ni pouvoir régalien, ni leviers économiques. Je suis prêt à faire avec les uns et avec les autres pour que la vie dans cette commune reprenne un cours normal le plus rapidement possible. Face à la crise, certains élus locaux voient le dealer de shit comme un nouvel acteur économique. Après tout, le cannabis n'est pas aussi dangereux que l'héroïne. On faisait travailler une quinzaine de personnes. Donc quand tu fais travailler et que tu donnes à manger aux gens, ben forcément tu fais vivre les gens autour de toi, mais aussi tu fais vivre les petites entreprises qui sont autour de quartier. Il y a la boulangerie, il y a le café du coin, il y a l'épicier, la pharmacie et autres, qui fait qu'il y avait une vie économique. Quelque part, on fait un peu la gueule, mais on sait très bien que s'il n'y avait pas ça, il y a bien des familles qui crèveraient complètement de faim. Voilà, ça il faut le savoir, ça. Donc quelque part, c'est vrai que bon, chacun se démerde de sa façon. Personne n'a un intérêt à une éradication musclée de l'ensemble des activités criminelles. D'abord parce qu'on ne sait pas si ça ne va pas tout faire sauter. Ensuite, parce qu'on se dit, bon, ben, une fois qu'on a fait ça, de quoi est-ce que tous les gens qui sont dans le système vont-ils vivre? À partir du moment où l'espèce tourne dans le quartier, il n'y a pas d'inquiétude, parce que c'est calme, tout devient serein. C'est dans ce sens-là où on avait quelque part une sorte de paix sociale.
C'est très dangereux pour la démocratie. Mais il y a plein d'élus qui se disent ce quartier-là tu l'oublies, celui-là tu l'oublies. Oui, il y en a qui ferment les yeux, mais c'est mortifère. C'est mortifère. Et c'est ça qui fait monter en puissance l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on donne le sentiment d'impunité. Après l'époque de la fermeté face à la drogue, voici venu le temps des petits arrangements. Une politique dite des grands frères se met en place en banlieue. La méthode, embaucher des jeunes de cités influents, capables de calmer les esprits, même s'ils ne sont pas dénués de lien avec le trafic. Plus t'es fort dans le quartier, et plus on te respecte. La ville te respecte. Les gens qui sont à la mairie te respectent. Voilà. Donc on t'appelle pour des réunions, on t'appelle pour donner ton avis, et tout de suite tu te sens important. Voilà. Et il y a eu un recrutement massif, énormément, chez nous, hein, mais même dans les villes de droite, hein, de l'autre côté, où des gens qui faisaient partie du business arrivaient tranquillement en mairie et qui étaient fonctionnaires tranquillement, quoi, sans forcément aller au travail. Voilà. Bah, quand on choisit de faire la politique des grands frères, ça dépend quel était l'objectif. Si l'objectif est la paix sociale et d'être élu aux élections, ça peut marcher. D'ailleurs, en général, ça a marché. Si la politique est d'éradiquer les activités criminelles, non, mais c'est pas fait pour ça non plus. C'est fait pour éradiquer la visibilité de l'activité criminelle, ou en tout cas le fait que ça ne se voit trop. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que le caïd, il a accès à la plus haute autorité, donc le maire, en direct. Il est capable de faire passer des messages, capable de trouver un stage, capable de trouver un appartement. Donc toutes les familles savent qu'il est un personnage incontournable. Celui qui fait le choix de laisser la paix dans son quartier en laissant faire le trafic, de toute façon, il se trompe. Sur un moment court bien particulier, il est content. Mais de toute façon, ils ne font que se développer. Donc si vous les arrêtez pas, ils vous bouffent. Une tolérance des pouvoirs locaux sur les points de revente et une offre qui continue d'arriver par tonnes de Marbella ou de Hollande. Toutes les conditions étaient réunies pour que le business explose. Le shit se consomme désormais dans toutes les villes de France et concerne toutes les couches sociales. Ce qu'on sait très bien, c'est que la drogue est plus forte que nous. Qu'on peut mener une action extrêmement résolue, et Dieu sait si on a arrêté des trafiquants, on a saisi des grosses quantités de drogue, des tonnes et des tonnes de cannabis. On porte des coups forts, on met hors d'état de nuire des malfaiteurs, mais d'autres prennent la relève. Dans ce jeu du chat et de la souris, personne n'est gagnant. La justice est débordée, mais les bandits, eux, savent qu'en se mettant à la drogue, ils prennent un risque énorme. Je suis devenu un très grand spécialiste de la cocaïne, puisque j'allais la chercher moi-même en Amérique du Sud, je la faisais préparer, donc je connaissais toutes les ficelles. Gérard Fauré, ancien braqueur, passé par la ville de Marbella, surnommé le prince de la cocaïne. Un jour, j'ai fait connaissance d'un Corse, il est mort, je peux en parler. Il m'a présenté toute la jet set de Paris, Françoise Sagan en particulier, qui est morte, je peux en parler aussi. Fameuse princesse, des milliardaires, de très grands hommes politiques. Et même une fois, je me suis amusé parce que... On s'était installé là-bas, c'était la bonne époque pour ainsi dire. Francis le Belge et Tony Languille sont formels. Jamais, dans l'histoire du milieu, une telle impunité n'avait été constatée. C'était la facilité. Qu'est-ce que tu veux faire? Celui-là qui avait un peu l'âme de trafiquant de voyous, il dit oh, l'Espagne c'est un pays de cocagne finalement. Tu comprends? Là-bas on est bien, on fait la fête, tout, on peut rouler en Porsche, tout, on nous dit rien. C'est vrai que beaucoup de Français, le niveau d'un pays d'Amérique, l'Espagne. J'ai vu mon ami, le grand, avec, à l'époque, avec le Belge. C'est quand même pas n'importe quoi. Se promener sur le port de Puerto Banús avec Christian David, tranquillement. Je vois mal ces gens-là se promener à Saint-Tropez, comme ça. Bon, c'est impossible. À Marbella, le grand et ses protégés ont réalisé le rêve de tout voyou. Créer son territoire avec son ordre parallèle et ses propres lois. Il n'y avait aucun cadavre dans la rue. Quand il y avait un problème, qui se réglait, mais jamais tu retrouvais quelqu'un dans un coin, etc. Non, non. Il disparaissait. C'était plus propre. Voilà, plus propre, voilà.
Tiens, mon ami est parti. Ouais, il est parti aux États-Unis, ou en Afrique du Sud. Eh oui, c'est mieux là-bas. Voilà. Le circuit d'acheminement de la drogue en France n'est donc pas qu'un trait tiré sur une carte entre un point A et un point B. Toutes les conditions politiques étaient réunies pour que le milieu français puisse abreuver l'Hexagone en stupéfiants dans les années 90. Avec cette offre abondante, c'est la revente au détail qui devient facile. Et une nouvelle économie peut se créer. En particulier dans les banlieues, là où les politiques de gauche comme de droite n'ont pas réussi à endiguer la misère. Là où la jeunesse ne croit pas en l'ascenseur social de la République. Sako, 41 ans, ancien trafiquant de Seine-Saint-Denis, condamné à 8 ans en 1999. Aujourd'hui retiré des affaires, Sako est l'archétype du dealer qui va fournir la jeunesse parisienne en cannabis. Quand tu as 15 ans, 16 ans et que tu peux pas demander aux parents pour acheter ta paire de baskets, ton survêtement, parce que c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher, eh ben, tu rentres naturellement dans le business comme tout le monde. Voilà. Ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des criminels, ce sont des assassins, c'est la guerre. On ne discute pas avec ces gens-là, on les poursuit, on les pourchasse. Aujourd'hui, le ministre du Budget, responsable des douanes, était venu assister à la destruction d'1,5 tonne de résine de cannabis et de quelques plaquettes de cocaïne. Les ministres fanfaronnent devant les saisies de cannabis. Et que tu peux pas demander aux parents pour acheter ta paire de baskets, ton survêtement, parce que c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher, eh ben, tu rentres naturellement dans le business comme tout le monde. Voilà. Ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des criminels, ce sont des assassins, c'est la guerre. On ne discute pas avec ces gens-là, on les poursuit, on les pourchasse. Aujourd'hui, le ministre du Budget, responsable des douanes, était venu assister à la destruction d'1,5 tonne de résine de cannabis et de quelques plaquettes de cocaïne. Les ministres fanfaronnent devant les saisies de cannabis, mais dorénavant, le front de la guerre s'est déplacé au niveau local. Et là, le contexte socio-économique n'est pas favorable. Ils veulent pas nous donner du travail, ils veulent pas. Ils veulent nous laisser dans le trou, ils nous mettent des poids sur le dos. La misère et l'exaspération des habitants risquent de faire exploser les banlieues. De jour comme de nuit, les riverains craignent de se retrouver face à ces jeunes responsables de ces dégâts. Atmosphère de panique chez les habitants qui s'enferment chez eux et chez les commerçants qui progressivement ferment boutique. Les maires de ces villes déshéritées sont alors dans une impasse. Ils n'ont ni pouvoir régalien, ni leviers économiques. Je suis prêt à faire avec les uns et avec les autres pour que la vie dans cette commune reprenne un cours normal le plus rapidement possible. Face à la crise, certains élus locaux voient le dealer de shit comme un nouvel acteur économique. Après tout, le cannabis n'est pas aussi dangereux que l'héroïne. On faisait travailler une quinzaine de personnes. Donc quand tu fais travailler et que tu donnes à manger aux gens, ben forcément tu fais vivre les gens autour de toi, mais aussi tu fais vivre les petites entreprises qui sont autour du quartier. Il y a la boulangerie, il y a le café du coin, il y a l'épicier, la pharmacie et autres, qui fait qu'il y avait une vie économique. Quelque part, on fait un peu la gueule, mais on sait très bien que s'il n'y avait pas ça, il y a bien des familles qui crèveraient complètement de faim. Voilà, ça il faut le savoir, ça. Donc quelque part, c'est vrai que bon, chacun se démerde de sa façon. Personne n'a un intérêt à une éradication musclée de l'ensemble des activités criminelles. D'abord parce qu'on ne sait pas si ça ne va pas tout faire sauter. Ensuite, parce qu'on se dit, bon, ben, une fois qu'on a fait ça, de quoi est-ce que tous les gens qui sont dans le système vont-ils vivre? À partir du moment où l'espèce tourne dans le quartier, il n'y a pas d'inquiétude, parce que c'est calme, tout devient serein. C'est dans ce sens-là où on avait quelque part une sorte de paix sociale. C'est très dangereux pour la démocratie, mais il y a plein d'élus qui se disent ce quartier-là tu l'oublies, celui-là tu l'oublies. Oui, il y en a qui ferment les yeux, mais c'est mortifère, c'est mortifère. Et c'est ça qui fait monter en puissance l'extrême droite, c'est-à-dire qu'on donne le sentiment d'impunité. Et sa puissance économique a redessiné le paysage du banditisme français. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Tu en vois des braquages aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup, hein, aujourd'hui, des braquages, parce que tout le monde fait la drogue. Tout ce qui est interdit,
La voyoucratie, les banlieues, tout ça, ils jettent là-dedans. Et puis c'est tellement facile. Moi, je montais à Paris avec 500 kilos, je redescendais, j'avais 50 millions. Ça vous fait tourner la tête, quoi. Il y a tellement d'argent dessus. Cela fait 40 ans que la France est en guerre contre ces trafiquants. 40 ans que les discours officiels sont les mêmes. Mais en réalité, le rapport de force est de moins en moins en faveur de la République. Et la guerre n'empêche pas les petits arrangements. Dans certaines villes de banlieue, les élus se seraient même déjà adaptés. Les gens au pouvoir dans la ville savaient qu'on tenait le quartier. C'est pour ça que souvent, des gens comme moi ont été utilisés. En fait, on a aidé le pouvoir à s'installer. Mais voilà, tout est calculé pour garder le pouvoir. Aucun compromis n'est possible avec ces agents de la mort. Je suis tout à fait opposé à toute libéralisation de l'usage des drogues. La guerre que j'ai décidé d'engager contre les voyous, c'est une guerre nationale. Ceux qui ont pu croire que la loi ne les concernait pas, la République vous rattrapera. Cela fait maintenant 40 ans que la drogue a pénétré en masse le territoire français. 40 ans que sa puissance économique défie la République jusque dans les banlieues. Il n'y a pas 36 méthodes pour régler un problème criminel. Il y a l'affrontement musclé, le compromis territorial ou la lâcheté absolue. L'affrontement musclé est rare, la lâcheté absolue plus répandue et le compromis territorial est la base naturelle de la survie politique. Pour comprendre comment la situation a pu échapper à ce point-là au monde politique, il faut revenir sur 40 années de guerre à la drogue. Tout avait pourtant très bien commencé. Un accord franco-américain vient d'être signé à Paris par l'attorney général des États-Unis, M. John Mitchell, et M. Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur. C'est le 26 février 1971 que la France déclare officiellement la guerre à la drogue. La signature de ce protocole marque une date importante dans la lutte. C'est vrai que, chacun se démerde de sa façon. Personne n'a un intérêt à une éradication musclée de l'ensemble des activités criminelles. D'abord parce qu'on ne sait pas si ça ne va pas tout faire sauter. Ensuite, parce qu'on se dit, une fois qu'on a fait ça, de quoi est-ce que tous les gens qui sont dans le système vont-ils vivre? À partir du moment où l'espèce tourne dans le quartier, il n'y a pas d'inquiétude, parce que c'est calme. Tout devient calme, tout devient serein. C'est dans ce sens-là où on avait quelque part une sorte de paix sociale. C'est très dangereux pour la démocratie. Mais il y a plein d'élus qui se disent ce quartier-là tu l'oublies, celui-là tu l'oublies. Oui, il y en a qui ferment les yeux, mais c'est mortifère. C'est mortifère. Et c'est ça qui fait monter en puissance l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on donne le sentiment d'impunité. Après l'époque de la fermeté face à la drogue, voici venu le temps des petits arrangements. Une politique dite des grands frères se met en place en banlieue. La méthode, embaucher des jeunes de cité influents, capables de calmer les esprits, même s'ils ne sont pas dénués de lien avec le trafic. Plus t'es fort dans le quartier, et plus on te respecte. La ville te respecte. Les gens qui sont à la mairie te respectent. Voilà. Donc on t'appelle pour des réunions, on t'appelle pour donner ton avis, et tout de suite tu te sens important. Voilà. Et il y a eu un recrutement massif, énormément, chez nous, mais même dans les villes de droite, de l'autre côté, où des gens qui faisaient partie du business arrivaient tranquillement en mairie et qui étaient fonctionnaires tranquillement, sans forcément aller au travail. Voilà. Quand on choisit de faire la politique des grands frères, ça dépend quel était l'objectif. Si l'objectif est la paix sociale et d'être élu aux élections, ça peut marcher. D'ailleurs, en général, ça a marché. Si la politique est d'éradiquer les activités criminelles, non, mais c'est pas fait pour ça non plus. C'est fait pour éradiquer la visibilité de l'activité criminelle, ou en tout cas le fait que ça ne se voit trop. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que le caïd, il a accès à la plus haute autorité, donc le maire, en direct. Il est capable de faire passer des messages, capable de trouver un stage, capable de trouver un appartement.
Donc toutes les familles savent qu'il est un personnage incontournable. Celui qui fait le choix de laisser la paix dans son quartier en laissant faire le trafic, de toute façon, il se trompe. Sur un moment court bien particulier, il est content. Mais de toute façon, ils ne font que se développer. Donc si vous les arrêtez pas, ils vous bouffent. Une tolérance des pouvoirs locaux sur les points de revente et une offre qui continue d'arriver par tonnes de Marbella ou de Hollande. Toutes les conditions étaient réunies pour que le business explose. Le shit se consomme désormais dans toutes les villes de France et concerne toutes les couches sociales. Ce qu'on sait très bien, c'est que la drogue est plus forte que nous. Dans le système, vont-ils vivre? À partir du moment où l'espèce tourne dans le quartier, il n'y a pas d'inquiétude, parce que c'est calme. Tout devient calme, tout devient serein. C'est dans ce sens-là où on avait quelque part une sorte de paix sociale. C'est très dangereux pour la démocratie. Mais il y a plein d'élus qui se disent ce quartier-là tu l'oublies, celui-là tu l'oublies. Oui, il y en a qui ferment les yeux, mais c'est mortifère. C'est mortifère. Et c'est ça qui fait monter en puissance l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on donne le sentiment d'impunité. Après l'époque de la fermeté face à la drogue, voici venu le temps des petits arrangements. Une politique dite des grands frères se met en place en banlieue. La méthode, embaucher des jeunes de cités influents, capables de calmer les esprits, même s'ils ne sont pas dénués de liens avec le trafic. Plus t'es fort dans le quartier, et plus on te respecte. La ville te respecte. Les gens qui sont à la mairie te respectent. Voilà. Donc on t'appelle pour des réunions, on t'appelle pour donner ton avis, et tout de suite tu te sens important. Voilà. Et il y a eu un recrutement massif, énormément, chez nous, mais même dans les villes de droite, de l'autre côté, où des gens qui faisaient partie du business arrivaient tranquillement en mairie et qui étaient fonctionnaires tranquillement, sans forcément aller au travail. Voilà. Quand on choisit de faire la politique des grands frères, ça dépend quel était l'objectif. Si l'objectif est la paix sociale et d'être élu aux élections, ça peut marcher. D'ailleurs, en général, ça a marché. Si la politique est d'éradiquer les activités criminelles, non, mais c'est pas fait pour ça non plus. C'est fait pour éradiquer la visibilité de l'activité criminelle, ou en tout cas le fait que ça ne se voit trop. Donc c'est là où ça devient intéressant, parce que le caïd, il a accès à la plus haute autorité, donc le maire, en direct. Il est capable de faire passer des messages, capable de trouver un stage, capable de trouver un appartement. Donc toutes les familles savent qu'il est un personnage incontournable. Celui qui fait le choix de laisser la paix dans son quartier en laissant faire le trafic, de toute façon, il se trompe. Sur un moment court bien particulier, il est content. Mais de toute façon, ils ne font que se développer. Donc si vous les arrêtez pas, ils vous bouffent. Une tolérance des pouvoirs locaux sur les points de revente et une offre qui continue d'arriver par tonnes de Marbella ou de Hollande. Toutes les conditions étaient réunies pour que le business explose. Le shit se consomme désormais dans toutes les villes de France et concerne toutes les couches sociales. Ce qu'on sait très bien, c'est que la drogue est plus forte que nous. Qu'on peut mener une action extrêmement résolue, et Dieu sait si on a arrêté des trafiquants, on a saisi des grosses quantités de drogue, des tonnes et des tonnes de cannabis. On porte des coups forts, on met hors d'état de nuire des malfaiteurs, mais d'autres prennent la relève. Je vois mal ces gens-là se promener à Saint-Tropez, comme ça. Bon, c'est impossible. À Marbella, le grand et ses protégés ont réalisé le rêve de tout voyou. Créer son territoire avec son ordre parallèle et ses propres lois. Il n'y avait aucun cadavre dans la rue. Quand il y avait un problème, il se réglait, mais jamais tu retrouvais quelqu'un dans un coin, etc. Non, non. Il disparaissait. C'était plus propre. Voilà, plus propre, voilà. Tiens, mon ami est parti, ouais, il est parti aux États-Unis, il est ou en Afrique du Sud. Eh oui, c'est mieux là-bas, voilà. Le circuit d'acheminement de la drogue en France n'est donc pas qu'un trait tiré sur une carte entre un point A et un point B. Toutes les conditions politiques étaient réunies pour que le milieu français puisse abreuver l'Hexagone en stupéfiants dans les années 90. Avec cette offre abondante, c'est la revente au détail qui devient facile. Et une nouvelle économie peut se créer. En particulier dans les banlieues,
là où les politiques de gauche comme de droite n'ont pas réussi à endiguer la misère. Là où la jeunesse ne croit pas en l'ascenseur social de la République. Sako, 41 ans, ancien trafiquant de Seine-Saint-Denis, condamné à 8 ans en 1999. Aujourd'hui retiré des affaires, Sako est l'archétype du dealer qui va fournir la jeunesse parisienne en cannabis. Quand tu as 15 ans, 16 ans, et que tu peux pas demander aux parents pour acheter ta paire de baskets, ton survêtement, parce que c'est des trucs qui coûtent extrêmement cher, eh ben, tu rentres naturellement dans le business comme tout le monde. Voilà. Ce sont des voyous, ce sont des bandits, ce sont des criminels, ce sont des assassins. C'est la guerre. On ne discute pas avec ces gens-là, on les poursuit, on les pourchasse. Aujourd'hui, le ministre du Budget, responsable des douanes, était venu assister à la destruction d'1,5 tonne de résine de cannabis et de quelques plaquettes de cocaïne. Les ministres fanfaronnent devant les saisies de cannabis, mais dorénavant, le front de la guerre s'est déplacé au niveau local. Et là, le contexte socio-économique n'est pas favorable. Ils veulent pas nous donner du travail, ils veulent pas. Ils veulent nous laisser dans le trou, ils nous mettent des poids sur le dos. La misère et l'exaspération des habitants risquent de faire exploser des banlieues. De jour comme de nuit, les riverains craignent de se retrouver face à ces jeunes responsables de ces dégâts. Atmosphère de panique chez les habitants qui s'enferment chez eux et chez les commerçants qui progressivement ferment boutique. Les maires de ces villes déshéritées sont alors dans une impasse. Ils n'ont ni pouvoir régalien, ni leviers économiques. Je suis prêt à faire avec les uns et avec les autres pour que la